Bonjour, allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo favori. Bon, ça va être encore une vidéo où j'ai plein de trucs à vous raconter. Va y avoir du film de cinéma, du film de télé. Va y avoir de la série télé, va y avoir de la BD et va y avoir de la nourriture parce que... Et pour commencer ce point favori d'avril, je vais commencer tout de suite par un des meilleurs films que j'ai vu depuis très longtemps. Il s'agit de Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry. Alors dans un favori précédent, je vous avais parlé du film Pupille que j'ai littéralement adoré. Je me suis demandé pourquoi j'avais pas été le voir plus tôt parce que ce film était absolument extraordinaire. Et je pense vous avoir même dit dans la vidéo et je vais aller voir son prochain au cinéma qui sort. C'est chose faite et sans surprise, ça a été un coup de cœur, un truc intersidéral. Ce film est une merveille. Alors il faut savoir que le film a été écrit par Jeanne Herry, qu'il a été réalisé par Jeanne Herry et qu'il y a des acteurs absolument sublimes dedans. Dans un des rôles principaux, vous avez Adèle Exarchopoulos, qui a un rôle à part. Et puis vous allez avoir une pléiade d'acteurs qui va jouer dans un autre groupe de 2 histoires en parallèle. Et dedans, vous allez avoir Miu Miu, Jean-Pierre Daroussin, attendez, j'ai la liste, Leila Bekti, Élodie Bouchez, Gilles Lelouch, Dali Ben Salah. Bref, des acteurs qui, tous mis ensemble, sont extraordinaires et donnent une intensité au film qui m'a scotché. Alors, le film nous parle de quelque chose que je ne connaissais pas, qui est la justice restaurative. Depuis 2014, on a la possibilité de mettre en relation des personnes qui ont subi un crime et les mettre en face de personnes qui ont commis des crimes. Alors on ne met pas en relation évidemment la personne face à face, le criminel qui a attaqué l'autre personne, ce serait vraiment trop brutal, trop frontal, mais on met en face à face des volontaires, d'un côté comme de l'autre, qui ont envie d'essayer de voir si on peut améliorer les choses, si on peut discuter, et peut-être se faire du bien par la parole. Dans ce film, vous allez avoir des gens, donc dans tout le groupe, ce sont des gens qui ont subi des vols à l'arraché, des vols dans leur maison, etc., avec souvent une agression. Et donc, on met en face d'eux l'équivalent, c'est-à-dire des gens qui ont commis des vols, des agressions. Et puis, on va suivre donc le personnage d'Adèle Exarchopoulos. Et là, on va être dans un problème d'inceste et de viol incestueux. Et vous allez voir que dans tout ce film, il se passe tout un tas de choses à travers juste des personnages, en fait, à travers la rencontre humaine de personnages. Alors j'ai vu quelque part que lorsque Jeanne Herry a découvert l'existence de cette justice réparative, elle a dit « un feu s'est allumé ». Et je pense que c'est exactement ce qu'elle a essayé de faire avec son film, c'est-à-dire de montrer la force de la parole et de montrer que parfois, quand on le veut, on peut vraiment bien faire les choses. Alors comme dans Pupille, on sent qu'elle a bossé son sujet, elle a été au fond du truc, elle a tout étudié, je crois que j'ai lu que c'était 3 ans de boulot pour vraiment tout comprendre les arcanes, pour trouver les bons exemples, pour construire son film. Ensuite, il a fallu bien sûr le réaliser, le monter, c'est un travail de titan et franchement, ça se voit parce que le film est extrêmement qualitatif. Alors, Je verrai toujours vos visages, c'est un film sur l'empathie, sur le don de soi, l'échange, la parole, les sentiments, de tous ordres, que ce soit de la colère, que ce soit des envies de vengeance, que ce soit aussi de la douceur. C'est vraiment un plaidoyer pour la communication, c'est aussi je trouve un très beau regard sur l'être humain et sur ce que la société peut proposer de meilleur face au pire, face aux agressions, etc. Comment la société peut proposer quelque chose qui va permettre de réparer tout simplement. Et c'est ça qui est très beau. C'est cette idée qu'on peut réparer les choses, y compris quand on est une victime et qu'on vit avec sa douleur, on peut réparer. Et y compris quand on a commis un crime
et que on sait qu'on a commis un crime, eh bien, on répare pas. Mais en tout cas, en aidant la victime à se réparer, on participe un peu au bien-être de la société. Alors dans les critiques négatives, parce que du coup je me suis allée voir un petit peu, je me suis amusée à aller voir et certains ont trouvé que c'était verbeux, d'autres ont trouvé que c'était cuicui les petits oiseaux et oui oui, enfin un petit peu bisounours. Euh, J'avoue que je comprends pas parce que j'ai trouvé ce film sublime à tout niveau. J'ai trouvé que ça montrait le meilleur de l'humain sans être ni tombé dans le pathos, ni tombé dans la facilité. Les acteurs sont incroyables, mais incroyables. Ils donnent leur rôle jusqu'au bout. Et la façon dont Jeanne Herry pose sa caméra est très 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 belle. La façon dont elle donne la parole, ses mouvements sur les visages, ses mouvements sur les mains. Elle a des gros plans sur les mains de Miu Miu qui sont magnifiques. Le personnage de Miu Miu qui joue une victime est absolument incroyable. Elle est extrêmement touchante. Bon, c'est une grande actrice, on le sait, mais elle est vraiment très 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 touchante. Et lorsqu'on fait un gros plan sur ses mains de vieille femme, maintenant elle est âgée, Miu Miu, c'est... il y a beaucoup de choses qui se passent avec juste une image et quelques mots. C'est incroyable ce qu'elle arrive à faire passer. Moi, ça m'a vraiment scotché. J'ai trouvé aussi très beau que parfois des explications toutes simples, peuvent aider à résoudre un problème très grave. Il y a un passage, je ne veux pas trop vous en dire, mais il y a un passage avec Leila Bekti qui exprime sa détresse. Et la réponse qui lui est faite est incroyable. Et rien que pour ce passage-là, le film vaut le coup. C'est vraiment le... Parfois, il faut peu de choses pour déclencher du bien-être chez l'autre. Et on le fait passer, en fait. Et là, ça m'a marqué. Alors, dans les acteurs, ils sont tous bons. Élodie Bouchez, elle a un rôle tout en douceur et elle le fait hyper bien. Je l'avais trouvée géniale dans Pupille et là, elle est parfaite. Bon, Adèle Exarchopoulos, c'est le personnage brisé. Elle est... Bon, elle est très très belle. Elle est vraiment... Adèle Exarchopoulos est à la base très belle. Et du coup, elle dégage un mélange de dureté dans son visage et en même temps de détresse. On a envie de la prendre dans nos bras comme un petit poussin. Enfin, elle arrive à exprimer plein de choses, c'est incroyable. Leila Bekti, voilà, elle est vraiment bien, elle exprime aussi bien la rage que la rage pure, elle peut être assez animale, tout comme une forme de détresse et de douceur. Donc c'est là encore un personnage extrêmement bien campé. Alors Dali Ben Salah, il a un personnage qui est génial, qui est vraiment un des personnages les plus attachants du truc. C'est un des criminels et il est vraiment, je vous laisse découvrir. Gilles Lelouch, qu'on avait vu aussi dans Pupille, et peut-être moins fort que les autres, je l'ai trouvé un peu moins présent, mais quand il était là, très intense, très dans le contenu, on le sentait tendu et ça donnait beaucoup de force au personnage. Bon, il y a Jean-Pierre Daroussin et il y a Denis Podalides dans des rôles un peu moins présents, mais très touchants. Ah oui, il y a Fred Testo aussi, j'ai pas failli le reconnaître au début. Il joue un criminel, pendant un moment donné, j'ai fait, mais... Ah, oh purée. Donc voilà, un peu un personnage un peu étonnant, un peu étrange et très touchant. Ah, puis alors, il y a Biranba qui me fait hurler de rire, qui c'est pareil, a un rôle... c'est le plus agaçant du lot, mais ça peut aussi être parfois le plus touchant. Donc, non, vraiment, si ce film ne passe plus au cinéma quand vous voyez cette vidéo, ce qui est probable, dès que c'est sur une plateforme ou dès que ça passe à la télé, jetez-vous sur ce film. Vraiment, c'est une merveille. Alors, je vais vous parler maintenant d'une série télé. Je voulais juste vous remercier parce que j'ai eu énormément de retours positifs suite à un de mes favoris qui était consacré à une série télé qui se passait chez les Mormons. Et vous êtes nombreux du coup à avoir été la voir et à m'avoir envoyé des petits messages, soit avoir mis des commentaires sous la vidéo, soit à m'avoir envoyé des messages en MP sur Insta pour me parler de cette série et me dire à quel point elle vous a plu et me remercier d'en avoir parlé parce que c'est vrai qu'elle était un peu passée à inaperçue. Et j'étais hyper contente d'avoir pu partager ça avec vous parce que cette série est top. Et là, je reviens avec... pas l'équivalent, mais une série encore qui, je pense, est un petit peu passée inaperçue, et pourtant, c'est une petite pépite. Cette série, c'est Tokyo Vice. Alors, rien à voir avec Miami Vice, hein, ok, vous n'allez pas avoir 2 flics qui vont débouler, c'est pas 2 flics à Miami, c'est pas 2 flics à Tokyo, pas du tout, on n'est pas du tout dans la même chose.
Alors, de quoi nous parle cette série? Nous sommes donc au Japon, au début de l'année fin des années 90, début des années 2000, et on va suivre un journaliste qui a 24 ans et qui intègre le plus grand journal de Tokyo, et c'est la première fois qu'un étranger, qu'un non-japonais intègre ce journal. Et on va suivre sa vie, ses aventures de reporter, hem, alors que, en même temps qu'il veut faire ses articles, on voit, la vie à Tokyo, on voit sa vie, on voit la difficulté d'intégration dans l'univers japonais et on voit sa relation avec la mafia japonaise, les yakuza. Alors, le rôle de Jack Edelstein est joué par, je ne retiens jamais son nom, pardon, Ansel Elgort, qui est, mais vraiment, il porte le film, pas du tout, la série sur ses épaules. Il est extraordinaire. Cette série a été produite par Michael Mann. Ça vous donne le ton. Il a réalisé le premier épisode et c'est ses équipes qui ont réalisé le deuxième et troisième épisode. Donc vous voyez, en termes de réalisation, on est quand même sur un très très bon niveau. En termes de production aussi, c'est une série qui est extrêmement qualitative. C'est une série aussi qui est très sombre, dans l'univers des yakuza, dans l'univers, japonais. C'est une série qui est, très dense, très noire, très intense, un peu flippante. Il y a un personnage féminin, notamment, moi j'ai eu très, très peur pour elle pendant une bonne partie de la série. Même pour Jake, on a peur tout le temps. C'est pas une série anodine. Et paradoxalement, c'est pas une série d'action non plus. Attention, c'est une série lente. C'est une série où on prend son temps. Mais qu'est-ce qu'il y a comme message de passer là-dedans, c'est incroyable. Et l'acteur principal, donc, qui a été l'acteur de Baby Driver et d'autres films excellents, je crois que c'était lui dans Nos étoiles contraires aussi, il est incroyable. Il a non seulement il joue très bien, et cetera, il est très beau, parfait, mais il a le physique, idéal parce qu'il est très grand. Et dans cet univers japonais, notamment, il y a des scènes de boîte de nuit où on le voit danser, mais il fait une tête de plus que tout le monde. On le sent vraiment, à la fois intégré et à la fois jamais dedans parce qu'il est pas adapté. Alors qu'il a un japonais parfait, qu'il écrit, qu'il parle le japonais, qu'il est vraiment surprenant dans sa maîtrise de l'univers japonais, et pourtant toujours forcément un peu en décalage. C'est vraiment un personnage hyper intéressant et qui donne une puissance à cette série qui m'a vraiment impressionnée. Alors, comme souvent et sans surprise, et comme c'était le cas pour la série sur les Mormons, c'est adapté d'un livre, adapté d'une histoire vraie, et le type qui a écrit le livre a vraiment vécu ce qui se passe dans la série. Donc on a une espèce de mise en abîme. Donc le livre à l'origine s'appelait il a été publié en 2009 aux États-Unis, il s'appelait Tokyo Vice, An American Reporter in the Police Beat in Japan, de Jake Edelstein, donc le personnage principal. Donc c'est vraiment son histoire, il a été vraiment cet Américain qui a déboulé au Japon à 19 ans, qui à 24 ans a réussi à intégrer pour ce journal. C'est lui aussi qui a été le premier étranger à travailler dans un journal japonais. Donc voilà, tout est une histoire vraie, c'est extrêmement étonnant. Quand vous savez ça en plus, vous regardez la série avec un œil encore différent, de se dire que oui, tout ça existe et c'est pas du roman. Alors, s'il vous fallait des raisons pour regarder cette série, je vais vous en donner quelques-unes. D'abord, l'univers des Yakuza. C'est quand même un truc absolument étonnant, hors norme, que je trouve assez fascinant. Et puis, mention spéciale pour les tatouages. Il y a des tatouages. Je vous laisse regarder. Il y a énormément de tension dans ce film. Le personnage principal, évidemment, est lui-même porteur de beaucoup de tension, mais le personnage féminin aussi, le flic aussi, les autres journalistes, la nana qui le subordonne au journal aussi. C'est vraiment des personnages tout le temps très tendus, et ça donne à la série derrière c'est un mélange de dynamisme et de lenteur. C'est assez étonnant. Alors, vous avez l'esthétique du Japon, de Tokyo, des années 90-2000. C'est, je ne sais plus si c'est 90 ou 2000, je dirais fin 90. C'est vraiment une esthétique particulière, donc vous n'avez pas encore les téléphones portables, etc. Et c'est très beau. Les images sont très belles, et les lumières et les couleurs sont très très belles. Alors, le casting, j'y reviens, donc avec... Je retrouve son nom, désolée, mais je ne retiens pas son nom. Ansel Elgort. Ah oui, c'est celui qui a joué dans West Side Story. J'avais oublié. Je l'ai noté là, je l'avais zappé. Et j'ai lu quelque part qu'il avait appris le japonais pour tourner le film, pour être plus crédible. Alors je suppose qu'il l'a pas appris très 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 bien, mais quand même c'est plutôt cool.
et il est incroyable, il est vraiment incroyable. Il y a d'autres acteurs qui sont dedans qui sont top, enfin les acteurs japonais notamment, enfin c'est vraiment un casting de rêve. Et enfin, c'est hyper intéressant d'être dans la tête d'un type aussi atypique, aussi fou, aussi courageux, heu, voilà, qui intègre ce journal et la façon dont son américanisme se heurte, à la société japonaise, alors que lui-même se pense très intégré parce qu'il maîtrise les codes, parce qu'il maîtrise la langue, parce qu'il maîtrise la graphie, et voilà, vous avez tout le temps ce jeu de dualité qui est hyper bien rendu. Bon voilà, vraiment une série à regarder. Si, vous n'êtes pas rétif à la VO, je vous invite à regarder quand même la VOST. Heu, j'ai voulu à un moment donné regarder un bout en VF, en fait ça passe pas. Ça dénature vachement, vachement la série. Si vous êtes vraiment hermétique à la VO, tant pis, regardez en VF, mais si vous pouvez, franchement, osez la VO. Et sans transition aucune de salle, de ambiance, je vais maintenant vous parler d'un film que je suis allée voir en famille avec mes enfants, à savoir Mario Bros le film. Alors honnêtement, ce film, je voulais pas aller le voir. C'est mon fils qui nous a motivés à fond. Je me suis dit que c'était l'occasion d'une sortie familiale. Nous voilà partis voir ce film. Bon, après, j'avais lu que les critiques étaient bonnes, donc ça me rassurait un peu. Mais ma motivation n'était pas top top. Mauvaise idée, c'était très bien. Enfin, pas mauvaise idée d'y aller, hein, mauvaise idée de ne pas avoir envie d'y aller. Alors, le scénario, je vais vous le pitcher, sans mauvais jeu de mots avec pitch. C'est vrai, enfin, bon, bref, voilà. Donc, vous avez Mario et Luigi, les deux frères, qui, je ne sais plus pour quelle raison, ah oui, ils sont en train de réparer des canalisations à New York, se retrouvent dans un tuyau et atterrissent dans un monde magique dans lequel Bowser essaye d'envahir les territoires des autres et il va aider Peach et, d'autres à combattre Bowser. Bon. Fin du scénario. Alors, on est d'accord, le scénario tient sur un post-it. Est-ce qu'on va voir un film comme ça pour avoir un scénario comme je peux en avoir un sur la série dont je vous ai parlé jusqu'avant? Pas du tout, vraiment pas. On est vraiment dans l'idée d'avoir quelque chose de très visuel, et pour le coup, c'est extrêmement bien réussi. Alors, si vous êtes fan de Mario, alors là, vous allez prendre un pied intégral. Parce qu'alors, ils se donnent à fond, les gars. Ils ont tout mis, toutes les références possibles. Je pense que j'en ai loupé, parce que moi, je suis pas assez aficionado de jeux vidéo pour les avoir toutes vues. Cependant, qu'est-ce que j'ai rigolé. Mais vraiment, j'ai ri. J'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça joyeux, les références, les musiques. Ce qui est intéressant, c'est que dans le choix des musiques, c'était vraiment plutôt pour la vieille génération, c'est-à-dire nous, enfin moi, plus que mes enfants. Il y avait des morceaux de musique années 80, franchement, il n'y a que nous pour connaître ça. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, et en tout cas, peut-être aussi plusieurs publics touchés par moment. Donc vraiment intelligemment construit. Les personnages sont ultra cool et attachants. Les deux frangins, on les aime. Peach, elle est badass, mais franchement, j'ai trop kiffé Peach, avec sa frange en forme de cœur. Oh, mais j'ai tellement aimé Peach, elle est vraiment trop chouette. Et alors, la pépite de ce film, c'est la chanson de Bowser. Quand Bowser se met au piano, mais c'était tellement drôle, mais c'était tellement bien. Alors malheureusement, nous, on a vu le film en VF, parce qu'au cinéma, il passait en VF. Mais je me suis précipitée en rentrant à la maison chercher sur YouTube, et c'est assez facile à trouver, la version anglaise de ce passage où Bowser chante sa chanson au piano, parce que Bowser est doublé par Jack Black. Et petit bonheur, mais vraiment, je pense que ça va finir en mème ou en truc ou en gimmick où tout le monde va le reprendre, c'est pas possible autrement, c'était trop bien. Bref, ça fait plaisir aux yeux, c'est drôle, c'est amusant, c'est joyeux, ça met de bonne humeur, c'est pour toute la famille, il y en a pour tous les goûts, pourquoi se priver? Et surtout, si vous allez le voir au cinéma, restez jusqu'à la fin après le générique, parce qu'il y a une petite surprise, c'est comme les Marvel, on vous a fait une petite surprise. Voilà, bon, et comme je vous dis tout à l'heure, on passe du coq à l'âne, puisqu'on va enchaîner avec une bande dessinée écrite par Alison Bechdel,
que vous connaissez peut-être pour son test. Et il s'agit de, je n'ai pas retenu le titre de la BD, c'est grave, Le secret de la force surhumaine. Alors, c'était la première fois que je lisais une BD d'Alison Bechdel. J'en avais beaucoup entendu parler, mais essentiellement à propos du test de Bechdel. Et c'est par cette entrée-là que j'ai eu envie de lire une de ces BD. Donc, j'ai lu celle-ci. Alors, c'est une BD qui, moi, me parle pas du tout à la base. La fille, elle raconte ses exploits sportifs et à quel point elle aime se challenger physiquement, à quel point elle va dans tous les sports, elle a touché à des tas de trucs. Moi, pas du tout. Voilà. Donc, elle explique aussi son orientation sexuelle, moi, je me suis moyennement sentie concernée. En tant qu'hétéro absolument non sportive, eh ben pourtant, j'ai adoré cette lecture. Alors, je préfère prévenir, je pense que c'est pas une lecture pour tout le monde. Je pense que, pour le coup, c'est un favori pour moi, mais je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais si vous êtes si vous avez envie de découvrir un petit peu cet univers un peu féministe à l'américaine, son univers, etc., je pense que c'est une BD qui peut vous plaire. C'est quand même une fille qui décline sur 240 pages de BD toutes ses obsessions, toutes comment dire, ses gimmicks, tout ce qu'elle peut faire avec son corps, son obsession pour son corps. Elle le pousse à bout son corps jusqu'à en connaître sa fragilité. Et puis c'est aussi un texte très dérangeant puisqu'elle parle de sa dépression, elle parle de la mort de son père, elle parle de sujets qui sont pas hyper joyeux. Ah oui, elle parle aussi beaucoup de santé mentale, évidemment, parce qu'à travers son obsession du sport et de la fragilité du corps, c'est aussi de santé mentale qu'elle parle. Donc c'est une lecture assez étonnante, atypique, peut-être pas pour tout le monde, mais si l'esprit et l'univers vous intéressent, jetez-y un coup d'œil. Et on enchaîne de nouveau avec une série que j'ai regardée le mois précédent, mais j'avais oublié de vous la mettre dans mes favoris. Et bon, je voulais quand même vous en parler. Alors, c'est une série, The Last of Us, on en a beaucoup parlé. J'enfonce des portes ouvertes, mais comme ça a fait partie de mes favoris à un moment donné, je voulais quand même vous la mentionner. C'est évidemment l'adaptation du jeu vidéo The Last of Us. Je vous dis évidemment, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ce jeu vidéo. Il faut savoir que je suis une quiche en jeu vidéo, que sortie de Mario Kart, de Tetris, j'y connais pas grand-chose. Donc je ne suis pas du tout une référence. Cependant, j'ai regardé la série avec beaucoup de plaisir parce qu'elle est top. Je pense que c'est la première fois qu'on fait une série aussi qualitative sur l'univers des zombies et des morts-vivants. C'est vraiment une série qui est d'un très bon niveau dans ce qu'elle amène en termes d'analyse de la société, au niveau politique, au niveau des relations humaines. Elle est vraiment hyper intelligente. Les acteurs sont évidemment parfaits. Pedro Pascal, nouvelle idole de tout le monde. Franchement, mais je comprends tellement. Le mec, il est beau, il joue bien, enfin, il est parfait. Mais parfait. Et l'actrice, dont j'ai oublié le nom, elle a un joli prénom, Bella Ramsey. Elle est incroyable. Quel âge elle a, cette fille? Oh, elle joue. Mais vraiment, c'est étonnant. Alors, il y a des plans sublimes, il y a des épisodes qui sont incroyables, il y a des épisodes qui sont tournés sur certains personnages. Parfois, un épisode entier va être tourné autour d'un personnage qui est totalement annexe, mais on va raccrocher les wagons comme ça. Il y a un épisode entier sur la relation entre deux hommes et de leur histoire qui est incroyable. C'est d'une beauté et d'une intelligence. C'est extrêmement bien fait. Ah, je vous ai pas dit, au cas où vous ne sauriez pas le pitch, c'est donc le monde a été détruit par un virus. Ça faisait longtemps. Et ça transforme les humains en une espèce de zombies champignons. Bon, dit comme ça, c'est pas vendeur, mais je vous assure que ça aussi, c'est une super réussite. C'est que ils sont cracra, les méchants, mais cracra, ils font peur. Mais vraiment, enfin, j'étais pas à l'aise, quoi. Ils font vraiment peur, et donc c'est des champignons, ils sont tous connectés les uns avec les autres. Blah, ça fait trop peur. Bref, c'est une série qui est anxiogène au possible, mais qui est tellement bien réussie, tellement bien jouée, tellement bien réalisée, tellement addictive, que si vous n'êtes pas rétif au fantastique et aux zombies, allez-y go. Et on enchaîne avec un film que je regardais récemment, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas regardé ce film plus tôt? Il est sublime, c'est Revoir Paris. Alors, c'est un film d'Alice Winocourt et surtout dans le rôle principal, Virginie Efira.
Alors, on est sur un sujet encore pas super gai, on peut pas dire ça comme ça. On est sur des attentats à Paris, une jeune femme dans un restaurant et des attentats, et quelles vont être les conséquences sur elle de ces attentats, de ce qui s'est passé au moment dans le restaurant, au moment où il était. Le sujet est hyper lourd, mais le film n'est pas lourd. Je trouve que la réalisatrice a réussi à mettre beaucoup de douceur, beaucoup d'humanité, beaucoup de beauté dans ce film. Essentiellement un peu comme Jeanne Herry, parce qu'elle arrive à tout miser sur les personnages, sur les relations humaines, sur les sentiments. C'est eh, c'est du caviar, c'est un bijou ce film. Et elle aborde, comme Jeanne Herry abordait la reconstruction post-traumatique, elle l'a encore, la reconstruction post-traumatique, mais un autre traumatisme, le traumatisme face à l'attentat. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille pour gérer ça? Alors, Virginie Efira, elle est quasiment sans maquillage. Elle a un maquillage qui doit être juste pour le cinéma, mais elle n'est pas maquillée. Donc, elle a tout le temps le visage nu, outre sa beauté incroyable. Du coup, ça lui permet de la rendre très, très humaine, très proche de nous. Et on voit tout, tout passe sur son visage, c'est magnifique. Et du coup, vous avez tous les questionnements post-traumatiques. Est-ce que je peux encore être heureux? Comment je vais vivre? Est-ce que je reste avec mon conjoint? Est-ce que je change de vie? Qu'est-ce que je vais faire pour me reconstruire? Est-ce que je dois revenir sur les lieux de l'attentat? Est-ce que je dois rencontrer d'autres gens? Est-ce que je dois continuer à sortir en société? Est-ce que je peux supporter le regard des autres qui me traitent comme une victime? Qu'est-ce qui se passe si je rencontre d'autres victimes? Est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils ont ressenti la même chose que moi? Est-ce que je suis différente? Est-ce que je suis un mouton noir? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce questionnement philosophique, tout passe dans la tête de Virginie Efira. Et c'est absolument magnifique. C'est un film d'une beauté. Je ne croyais pas que le sujet... si vous avez peur du sujet, ne vous arrêtez pas à ce sujet parce que vraiment le film mérite d'être vu au-delà même du sujet. Parce que c'est pas les attentats le sujet, c'est vraiment la réappropriation de soi post-traumatique. C'est passionnant. Allez-y, vraiment, allez-y les yeux fermés. Et on enchaîne, c'est la petite pause syndicale parce que franchement je vous saoule depuis une demi-heure. Il est temps de faire la petite pause goûter. Et pour ce faire, je vais vous parler d'un chocolat. Alors, je ne suis pas sponsorisée, on est bien d'accord, hein. Mais juste à chaque fois que je vais en Bretagne, et là j'y étais encore il y a quelques jours, et j'en trouve aussi quand je vais à l'Île-Dieu, il y a une marque de chocolat. Leurs chocolats sont trop bons. Ces grains de sel, hop, je vous le mets là. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Et donc là c'est le dernier que j'ai acheté quand j'étais en Bretagne, mais c'est pas ce que j'aime parce que c'est du chocolat au lait. Donc là, c'est le lait coco. Bon, il est très bon, hein. Mais ils ont un chocolat noir et même plusieurs chocolats noirs avec des trucs dedans, avec du sel ou des trucs. Oh, mais ce chocolat est tellement bon. Alors, je sais pas où on en trouve. Je sais pas si on en trouve ailleurs qu'en Bretagne. Mais... Oh, non, mais j'adore ce truc. C'est fabriqué en Bretagne, produit français breton, agriculture biologique. Donc voilà, produit en Bretagne, machin. Ce truc est trop, 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 trop bon. Donc, si vous n'en trouvez pas par chez vous et que vous avez l'occasion d'aller en Bretagne, achetez ça. D'ailleurs, si j'ai ça, c'est parce que le rayon était dévalisé, qu'il y avait plus ceux que j'aimais. Donc, j'ai pris le seul qui restait. Donc, autant vous dire que tous les touristes, comme moi, qui déboulent en Bretagne, ils se précipitent là-dessus. Et puis, les Bretons, faut que je vous dise, vous avez trop de chance, parce que ça, c'est trop bon. Fin de la pause gourmande, on reprend. Et on attaque avec une série télé. J'ai hésité à la mettre parce que ce n'est pas un favori, c'est pas vraiment un truc que j'ai surkiffé. Mais je voulais quand même vous la mentionner parce que je pense que ça peut en intéresser certains parmi vous. Ça reste quand même très qualitatif et je sais qu'il y a pas mal parmi vous de fans de séries policières. Donc je vais vous parler de The Watcher. Alors, The Watcher, c'est une série télé avec Bobby Carnival et Naomi Watts qui joue un couple avec 2 enfants qui achètent une grande maison qui coûte une blinde. Ils s'installent là-dedans. Ça part un peu en cacahuète. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont d'abord affaire à un corbeau qui met dans leur boîte aux lettres des courriers c'est signé par The Watcher. Et donc, très vite, ils se sentent épiés, surveillés et ça les panique. En plus, vous rajoutez que les voisins autour sont quand même un peu spécos. Voilà. Il y a la nana de l'agence immobilière.
On ne sait pas très bien quoi en penser. Le flic qui gère l'affaire, on ne sait pas très bien quoi en penser. Il y a un gars qui installe des caméras de surveillance, on ne sait pas très bien quoi en penser. Et nous, on est tous là en train de se dire... Alors, c'est une espèce de petite série policière à tendance satire sociale, où ça fait le focus sur cette mentalité américaine d'avoir des lotissements avec des grosses baraques, où on s'épie les uns les autres. C'est Wisteria Lane façon dramatique. Ça revient aussi sur l'obsession américaine de la toute-puissance, de la peur de perdre son statut, de la peur de la enfin, de la perte de l'argent, de qui on est, comme si la plus grosse maison, le plus gros salaire, la plus grosse voiture et l'emploi le plus clinquant, ça faisait de vous la personne que vous êtes. Du coup, vous avez une espèce de série qui avance comme ça et qui vous balance des clichés, mais pour les débunker. C'est plutôt bien fait, ça se laisse regarder. Voilà. En fait, j'ai pas surkiffé parce que j'ai pas aimé la fin. Mais si vous aimez les trucs policiers, franchement, regardez The Watcher. Et comme j'ai mal fait mon organisation de papier, on enchaîne encore sur une série télé qui s'appelle Mental. Alors là, on passe sur tout à fait autre chose. Mental, c'est l'adaptation d'une série finlandaise qui s'appelait, attention, Sécassine. Bref. Alors, on est dans un hôpital pédopsychiatrique pour enfants en détresse, enfin, c'était plutôt ados en détresse, et on va découvrir la vie de ces ados qui ont plusieurs maladies psychologiques et la vie des médecins, infirmiers autour d'eux. Alors, je crois qu'il y a 2 saisons. En tout cas, moi, j'en ai vu au moins 2 saisons, 2 ou 3. Bon, en tout cas, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir, et j'ai trouvé ça très, 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 très étonnant et très agréable à regarder. Alors, c'est sur Netflix et c'est une série, contrairement à ce que pourrait faire penser le sujet, qui est extrêmement poétique. C'est vraiment une série qui est étonnante par son approche de la maladie mentale. Je pense qu'on n'est pas dans une volonté de crédibilité, mais plutôt dans une volonté de montrer les gens et de montrer les approches thérapeutiques, parfois un peu bancales, et que parfois le meilleur, c'est les interactions humaines, une fois encore, et souvent de patient à patient. Alors c'est bien construit, c'est rythmé, on s'attache aux personnages, c'est hyper sympa. Ça aborde toutes sortes de pathologies, alors je les ai listées. Il y a les troubles borderline, la bipolarité, la schizophrénie, la dépression, le suicide, bref, un panel, mais aussi toutes les émotions que ça peut susciter, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Je pense avoir dit, mais les personnages sont vraiment attachants et touchants. Les couleurs aussi, ça fait pas crédible, c'est des couleurs très punchy. D'ailleurs, le générique est assez intéressant. Il y a des musiques très punchy, voilà. Donc c'est un mélange, c'est une espèce d'ovni. C'est une série ovni qui là encore ne plaira pas à tout le monde, mais une fois encore, j'ai envie de vous la citer par rapport à la thématique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je pense que cette série peut vous plaire. Et on enchaîne sur une bande dessinée qui s'appelle Une farouche liberté. Et oui, comme le livre d'Annick Cogent, puisque c'est l'adaptation en bande dessinée du livre d'Annick Cogent sur Gisèle Halimi. On ne n'est pas féministe, on le devient. C'est ainsi que cette BD pourrait se résumer. Alors la bande dessinée va reprendre toute la vie de Gisèle Halimi, ça démarre en Tunisie et on va suivre cette progression de cette femme qui très jeune démontre son envie de vouloir la justice et qui est une vraie battante, une vraie militante. Donc on la suit jusqu'au bac qu'elle obtient, on la suit de la Tunisie à la France, on la suit dans son envie de devenir avocate et de défendre la veuve et l'orphelin et surtout les femmes. J'ai découvert aussi qu'elle était lauréate d'un prix d'éloquence. Elle en a été vraiment super brillante. Elle avait 22 ans quand elle a eu son prix d'éloquence. La meuf ultra brillante. Et... Ah non, pardon, c'est pas ça. C'est quand elle intègre le meilleur cabinet d'avocats de Tunis qu'elle a 22 ans. Elle a tout bouclé à 22 ans. Elle est incroyable. Les personnes qui ont travaillé, alors c'est que des femmes, donc il y a Annick Cogent, il y a Myriam Lavial, Sandrine Revel et Sophie Couturier, donc à l'adaptation scénaristique, au dessin et à la couleur, et elles ont fait un travail incroyable. Le dessin est très beau, il rend vraiment justice au mouvement, et en même temps c'est très simple, très visuel, très efficace. On découvre aussi la façon dont les choses se sont faites autour de Gisèle Halimi, ses alliés, en premier lieu Daniel Meyer, qui est le président de la Ligue des droits de l'homme,
puis évidemment Simone de Beauvoir et enfin Simone Veil qui vont jalonner le parcours féminin et féministe de Gisèle Halimi. L'acmé, évidemment, du parcours d'avocate de Gisèle Halimi étant le procès de Bobigny, qui est un passage absolument que vous connaissez sûrement, je ne vais pas vous le résumer, et de toute façon, la BD s'en chargera très bien. Bref, si vous aimez cette thématique-là, c'est vraiment une BD à lire, c'est aussi une BD à offrir. Si vous avez des gens autour de vous que cette thématique intéresse, des femmes autour de vous, ça peut faire un très 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 joli cadeau. C'est vraiment une BD très qualitative. Petite incursion qui n'a rien à voir, mais quand même, ça a été un favori à un moment donné. Je voulais parler d'un dessin animé, puisque je suis toujours à la recherche de bonnes idées, de petites choses à regarder avec mes enfants. Et je suis tombée par hasard sur un dessin animé Netflix qui s'appelle Carmen Sandiego, qui est l'adaptation du jeu vidéo. Et mes enfants ont adoré. Donc c'est l'histoire d'une espionne qui vit des aventures, elle est jolie, voilà, elle est badass, elle réussit tout, elle vit plein d'aventures. Et c'est vraiment une série qui est très très sympa. Alors moi j'ai vu que la saison 1, mais il y en a 4 saisons, je sais que ma fille adore. Elle les a regardées au moins 3 fois déjà. Donc si vous avez des enfants, mais ça a marché aussi sur mon fils de 15 ans. Hein. Donc voilà, si vous avez des enfants entre 9 et du bougalage, et que des fois on peine un peu à trouver des trucs un peu sympas et pas trop couillons à leur faire regarder, Carmen Sandiego, bonne piste. Je mentionne au passage, mais je le faire en très bref, mais je ne peux pas ne pas le mettre dans mes favoris. Je suis allée voir John Wick 4. Alors comme c'est le 4, que tout le monde connaît John Wick, que ceux qui veulent déjà voir John Wick ont déjà vu John Wick, que ceux qui n'ont pas vu John Wick n'iront pas voir le 4, on est d'accord. Que donc du coup, ça sert à rien que je vous en parle, mais je ne peux pas ne pas vous mentionner que même si les critiques étaient assassines, ben moi j'ai aimé. Keanu Reeves. Pardon, mais l'homme idéal. Je veux dire, cherchez pas, il est là, il est l'homme idéal. Le mec, il est parfait. Physiquement, oh là là, et tout. Bah tout. En fait, mon favori, c'est pas John Wick, c'est Keanu Reeves. Je vais au montage si j'arrive à me faire des cœurs dans les yeux. Je l'adore. Voilà. Favori, Keanu Reeves. Ah, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un reportage, je sais plus si je l'ai dit dans une vidéo, qu'il y avait un reportage sur Arte, comme je vous en avais déjà parlé une fois de ces reportages que fait YouTube Arte, et j'avais vu Benny Hill, j'avais vu Julie Andrews, je vous en avais parlé, parce que je trouve toujours ça extrêmement qualitatif, et ils en ont fait un sur Keanu Reeves. Donc, si vous n'êtes pas abonné à YouTube Arte, je vous invite à aller checker leur chaîne, et à regarder les reportages qu'ils font sur certains personnages. Et quand vous êtes intéressé par la personne, c'est toujours extrêmement bien fait. Et vous apprenez toujours plein de choses. Donc voilà, vraiment passionnant. Et je vais clôturer cette vidéo en vous parlant de ma rencontre d'auteur avec Peter Faris. Ça aussi, ça a été un grand favori. J'ai adoré recevoir Peter Faris. Alors, Peter Faris, c'est un auteur américain. Il a écrit 4 romans. Il venait pour son 4e, Le Présage. Alors, quand je dis il a écrit, c'est-à-dire qu'il a publié en France 4 romans, tous aux éditions Gaël Meister, avec ses jolies petites couves. Et on a parlé avec lui, avec les lecteurs, et c'était passionnant. Et une des choses que je voulais partager avec vous, c'était que on a tendance parfois à se plaindre en France. En fait, on est vraiment toujours un peu dans la plainte, surtout dans l'univers du livre. Et franchement, sans dire que c'est tout rose la France, je voudrais vraiment souligner que, en tout cas, lui, il l'a fait, à quel point la qualité éditoriale des éditions françaises est présente. Il expliquait que lui, aux États-Unis, il a que 2 livres de publiés. Il en a publié un. Il a mis 10 ans pour publier le second et il ne sait pas s'il en aura d'autres de publiés. Il y a quasiment plus de lecteurs de livres. Les écrivains, ils écrivent tous des scénarios pour les films, pour des séries télé, etc. Mais quasiment plus de littérature. En tout cas, pas avec l'ambition d'écrire un livre un peu écrit. Bien sûr, l'édition n'est pas du tout soutenue financièrement par l'État. Du coup, il y a beaucoup de difficultés. Et si vous n'arrivez pas à être une des 10 stars, comme il pouvait y avoir les Grisham et compagnie, c'est mort pour vous.
La seule solution, c'est de réussir à vendre un livre pour en faire un film, comme c'est arrivé à certains auteurs. Je pense notamment à Gillian Flynn, que j'adorais et que le jour où elle a réussi à vendre les droits de ses livres, bon bah là, voilà, là c'est parfait, mais sinon c'est extrêmement compliqué. Et il nous expliquait que son deuxième livre, les droits avaient été, c'était Les Mangeurs d'Argile, c'est celui-là? Je crois que c'est celui-là. En tout cas, il y en a un qui devait être fait en film. Il y a eu les droits d'acheter. L'adaptation était en cours. Les acteurs étaient choisis. Enfin, et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et je comprends à quel point il a du mal le vivre parce que c'était sa chance de se faire connaître, en fait. Donc, le mec, il arrive en France. Chez nous, il est... Mais chaque livre, il vient. Il y a un livre, il n'a pas pu venir à cause du Covid. Il était extrêmement déçu. Pour lui, il va toujours à Quai du Polar. C'est un grand bonheur de venir en France. Il m'a fait rire parce que après la rencontre, on a mangé ensemble et j'avais acheté différentes choses et notamment du saucisson. Le saucisson, vraiment le bon saucisson. J'avais pris un aux noisettes en essayant de me dire, je vais lui faire dégoûter des petites choses sympas, peut-être qu'il connaît pas. Et là, le mec, il était hyper content. J'avais acheté des gâteaux individuels. Genre, il y avait un éclair, une tarte, machin, un truc, voilà, un millefeuille, différents trucs. Et donc, j'ai coupé tous les gâteaux, il a pris un bout de chaque pour tout goûter. Il m'a dit, moi, quand je suis en France, je veux tout goûter. Il a goûté, alors pas avec moi, mais il a mangé des cuisses de grenouille et des escargots. Il me dit, moi, je veux tout connaître, je veux tout goûter de la France. Enfin, il est francophile au dernier degré. Il m'a beaucoup touchée par sa présence, par sa gentillesse. J'ai reçu des auteurs français qui étaient beaucoup moins sympathiques et beaucoup moins enthousiasmés et enthousiasmants. Il était touchant. Toutes ses réponses aux questions étaient tellement belles, tellement... Ah non, mais je sais pas, il y avait quelque chose de très 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 touchant. Donc si vous n'avez jamais lu Peter Faris, je vous invite quand même à checker ses livres parce que franchement, c'est brillant. Le mec, il s'est fait le tatouage des éditions Gallmeister et la patte. Et en fait, il m'expliquait que c'était pas une posture, c'était pas juste pour le fun, c'est que vraiment, il est infiniment reconnaissant aux éditions Gallmeister de prendre le temps de proposer ses livres à un lectorat, de les faire traduire alors même qu'ils ne sont pas édités aux États-Unis. Ce qui est quand même fou. Et voilà, donc c'était un échange très riche, on a parlé de plein de choses, on a parlé de la qualité de ses livres, de la noirceur parfois de ses livres, avec l'acmé du dernier, là, Le Présage, qui est quand même assez noir. Mais c'est aussi à l'image de la société américaine. C'était tellement intéressant, ce type-là est passionnant. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu une rencontre d'auteur aussi enthousiasmante. Accessoirement, en plus, il est super beau. Donc, bon, la petite quarantaine, hyper badass, hyper beau gosse. On a bien aimé. On a bien aimé Peter Faris. Voilà, donc lisez Peter Faris. Bon, cette vidéo fait combien? Oh là là, j'ai tourné 52 minutes. Bon, je sais que je vais un peu couper, mais quand même, ça va être l'enfer. J'espère que c'était pas trop long. J'espère que vous trouverez votre compte dans ses favoris. Et on se retrouve très très vite. Je pense que ce sera la prochaine fois pour un point lecture. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. On papote ensemble et on se retrouve très vite. Ciao!